Bonjour et bienvenue sur No Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors pourquoi et comment lever de l'argent? C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui avec notre invité François Lavaste. Bonjour François. Bonjour à tous et à toutes. Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limite Sécu sont Raina Stamboliska. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Guillaume Prigent. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et Vladimir Kola. Bonjour. Alors François, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Oui, donc François Lavaste, je travaille dans un fonds d'investissement qui s'appelle Tikeo Ace Capital, qui investit dans la cybersécurité, en particulier en France, mais aussi en Europe. Et ça fait 3 ans maintenant, mais auparavant, en fait, j'ai passé toute ma carrière dans l'opérationnel de la cybersécurité. J'ai passé quelques années en France. J'avais créé une société avec Alexandre Souillet. Et puis après, je suis parti aux États-Unis. J'ai travaillé dans la Silicon Valley pendant une dizaine d'années, où j'ai découvert la cybersécurité avec Brightmail, qui était le pionnier de l'anti-spam, qui a été racheté ensuite par Symantec. Quand je suis rentré en France, j'ai dirigé la société NetAsk, qui était basée à Villeneuve-d'Ascq, fondée par Georges Letigier, qui a été acquise par Airbus en 2012. Puis ensuite, on a fait l'acquisition d'Arcoon, de Skyrecon, sa filiale. Et puis, j'ai fusionné NetAsk, Arcoon et Skyrecon avec l'équipe pour créer StormShield, que j'ai dirigé au début. Et puis ensuite, j'ai dirigé la business unit Airbus Cybersécurité au sein du groupe Airbus, où je suis resté 7 ans avant de rejoindre le monde de l'investissement. Alors, ma première question va s'adresser à Vladimir, parce que tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Patrol, qui vient de réaliser une levée de fonds. Alors, qu'est-ce qui pousse une entreprise à lever de l'argent auprès d'investisseurs? Plein de raisons, je ne vais parler que pour moi, mais il y a principalement, je vois 2 aspects, le côté argent et le côté communication. Déjà, quand tu fais une levée de fonds, c'est pour lever des fonds, donc pour récupérer de l'argent, c'est parce que tu as besoin d'argent en général. Et là, ça peut être pour plein de raisons. C'est par exemple pour accélérer ta croissance, parce que tu as quelque chose que tu sens qui va vraiment marcher, mais il faut que tu sortes tout de suite et tu peux pas attendre de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire par exemple la recherche et le développement associé, donc où tes concurrents vont aussi vite, donc tu as besoin d'argent vraiment pour aller vite. Tu peux aussi, ça peut être aussi pour conquérir un marché, par exemple, tu as besoin de faire beaucoup de com sur un marché sur lequel tu n'es pas, du marketing, des choses comme ça. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux avoir potentiellement besoin de lever d'argent. Il faut aussi avoir des problèmes financiers, ce qui fait que tu crois quand même en ton entreprise, mais tu as un trou de trésorerie ou un problème et tu peux aussi demander à ce qu'on t'aide. Et il y a aussi un second aspect qui, pour moi, est quand même assez important, c'est l'aspect communication. Parce que le fait de lever des fonds, finalement, ça montre déjà, ça te permet de communiquer, d'avoir un instant à toi où tu dis voilà, mon entreprise ou mon entité, on a cet événement pour nous. Et aussi, ça permet aussi de montrer que des gens te font confiance. C'est-à-dire que des gens te donnent de l'argent. En général, s'ils te donnent de l'argent, c'est pas par pure générosité, c'est parce qu'ils croient en toi, ils croient en ton produit. Donc, c'est aussi une espèce de preuve de confiance que tu peux apporter au marché. Et ça a vraiment beaucoup d'importance. Parfois, dans cette levée de fonds, ça a même plus d'importance que la levée en soi. François, tu voudrais compléter? Oui, je trouve que le mot-clé, c'est effectivement aller vite. C'est-à-dire qu'on peut créer une société, la développer en autofinancement ou avec des subventions ou des prêts bancaires qu'il faut rembourser après. Mais si on veut aller plus vite que la concurrence, parce qu'on a une invention qui a une pertinence à un moment donné, et donc on veut la faire rayonner sur le marché et développer la société, pour occuper le terrain, il faut investir. Et pour investir, il faut des moyens. Et donc il y a plein de phases dans l'investissement. Il y a l'investissement qu'on appelle en amorçage, pour les sociétés très jeunes, parce qu'elles ont besoin de développer un produit. Elles ont un concept, mais pas encore de produit. Donc il faut investir en R&D, il faut embaucher des ingénieurs, et puis petit à petit, ensuite on a le venture capital, puis le capital développement, grosse capital, puis après des opérations diverses de private equity, qui sont des levées de fonds plus importantes, parfois avec de la dette. Et puis la dernière étape de la levée de fonds, c'est souvent l'introduction en bourse, qui en soi est une levée de fonds pour une société qui devient publique, cotée en bourse.
et qui à ce moment-là lève des fonds. Donc c'est toute une aventure qui suit le développement de la société en fonction de son rythme de développement et de ses besoins de financement. Alors JP, tu as créé une entreprise, enfin tu as cofondé une entreprise et tu voulais intervenir. Oui, je voulais simplement dire que là-dedans, il y avait éventuellement aussi l'ouverture à l'international, puisque quand on veut aller conquérir au hasard, tu l'as dit, les US avec la Silicon Valley, les choses comme ça, ça peut être intéressant, et d'avoir des fonds, mais surtout d'avoir des contacts et un pied-à-terre là-bas aussi, puisqu'on sait que pour conquérir ce continent, c'est quelque chose d'important. Et donc tu as cité plein de choses, des banques, des fonds d'investissement, etc. Mais on peut aussi simplement avoir des banques d'investissement étatiques ou pas d'ailleurs, ou des entreprises qui viennent prendre des parts pour voir les choses se structurer. Oui, non, absolument. En fait, on est ce qu'on appelle un investisseur en capital. En tout cas, Tikeo S Capital, on est investisseur en capital. Ça veut dire qu'en échange du financement de la société, on achète des actions dans cette société. Donc, on prend une part du capital. C'est la grosse différence avec les subventions qui sont souvent non dilutives. Donc, une subvention, c'est une aide qui va potentiellement être remboursable ou pas. Nous, on ne demande pas à être remboursé, on demande juste à être copropriétaire de la société avec les fondateurs et potentiellement d'autres fonds d'investissement pour qu'un jour ou l'autre, on récupère l'argent et on le rende à nos propres investisseurs, parce que nous aussi, on lève des fonds auprès de souscripteurs qui nous confient leur argent pour qu'on l'investisse le plus intelligemment possible. Oui, il y a un autre sujet que tu as évoqué, JP, et que j'ai omis quand je parlais d'accélération, enfin je l'avais inclus dans la partie accélération et que tu n'as pas finalement dans tout ce qui va être subvention ou prêt, c'est le fait que quand tu lèves des fonds auprès d'un fonds d'investissement, tu as des gens en face qui normalement sont censés t'accompagner, t'aider, potentiellement te fournir des contacts, t'aider sur plein de sujets pour, comme le disait JP juste avant sur le fait de conquête de nouveaux marchés, des gens qui vont vraiment t'accompagner. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'es pas seul, c'est une équipe que tu montes pour te développer ou attaquer des marchés. Et des gens qui ont une bonne expérience du domaine. Et il y a un aspect sur lequel la contribution des investisseurs avisés, en plus de l'argent, est effectivement très importante, c'est la structuration de la gouvernance de la société. Donc, typiquement, dans les sociétés dans lesquelles on rentre, je vais prendre le cas de Egeri Software, par exemple, dans lesquels on a investi avec Tikeo S il y a presque 3 ans maintenant. Le board s'est structuré avec un représentant de l'actionnaire et puis un membre indépendant qui en l'occurrence est Thierry Rouquet, fondateur de Centrio avec Laurent Hauserman, donc un expert de la cyber qui aide les fondateurs dans leur démarche de développement. Raina, tu voulais intervenir ? Yes, merci Joanne. Avant qu'on passe sur la partie, on va dire, organisation, structuration de la gouvernance, ce qui, je pense, intéresserait beaucoup de gens, c'est de savoir, en fait, quels sont les critères qui vont vous intéresser en tant qu'investisseur, pas vous spécifiquement chez Tikeo, mais en général, parce qu'on parlait tout à l'heure des maturités différentes, des sociétés qui peuvent vous approcher. On comprend l'intérêt qu'il y a à être accompagné, qui va au-delà de l'argent de trésor en fait immédiat. Donc comment est-ce qu'un fonds d'investissement va faire le tri dans toutes les sociétés qui vont se présenter, qui vont toquer à la porte? J'imagine que les critères sont pas les mêmes sur les sociétés qui sont un peu matures, donc qui sont en début, sur les sociétés qui justement ont une maturité déjà, des clients, etc. Comment est-ce que vous allez faire le tri? Comment est-ce que vous allez privilégier une cible plutôt qu'une autre? C'est très important de comprendre que tous les fonds d'investissement ont ce qui s'appelle une thèse d'investissement. La thèse d'investissement, ça veut dire la cible et le niveau de risque qu'on va prendre quand on va investir. Tous les fonds ont cette thèse et c'est très important quand on parle à des fonds de comprendre précisément leur cible d'investissement. Et c'est souvent lié au degré de maturité, ça peut être lié au secteur, donc il y a des fonds d'investissement qui vont être spécialisés en cybersécurité, et puis d'autres très généralistes dans la tech ou complètement généralistes tout secteur. Mais souvent, c'est à la fois une combinaison d'un focus vertical, la santé, l'informatique, B2B, etc., et
d'une maturité, d'une phase de maturité. Donc dans les séries de financement, on parle de tour de table, d'amorçage ou de seed. Alors, il peut y avoir du pré-seed, il peut y avoir du seed, il peut y avoir du pré-série A. Ensuite, il y a la série A, la série B, la série C, qui sont des stades de maturité. Et donc, chaque fonds a sa thèse d'investissement. Ça, c'est le premier critère. Est-ce que la société a le niveau de maturité requis pour le fonds pour rentrer dans sa thèse d'investissement? Et c'est très important de comprendre ça, parce que la thèse d'investissement, c'est ce que le fonds a vendu à ses propres investisseurs ou souscripteurs qui ont confié l'argent au fonds. Les souscripteurs, c'est des banques, des assurances, des family office. Il y a plein de gens qui confient leur argent à des gestionnaires de fonds, à des sociétés de gestion, en leur disant « je veux que vous preniez tel niveau de risque ». Plus la société est jeune, plus le risque est important. Plus elle est mûre, potentiellement profitable, potentiellement moins le risque est important. Donc ce niveau de risque va correspondre à la thèse d'investissement. Et puis ensuite, et là c'est chaque société de gestion et chaque fonds a sa propre sauce, mais typiquement les prérequis, au niveau de maturité par exemple auquel on intervient, c'est un produit éprouvé par le marché, donc avec des vrais clients qu'on peut appeler pour faire des due diligence, des calls en demandant aux clients est-ce que vous êtes content, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous changeriez au produit, le niveau de technicité, est-ce que c'est de la technologie vraiment innovante ou pas, est-ce que c'est unique ou pas, est-ce que c'est très différencié ou pas. Ça, c'est tous les aspects produits. Ensuite, il y a les aspects marché. Donc, est-ce que c'est un produit de niche qui va adresser des tout petits besoins et donc la société va, à un moment donné, limiter sa croissance parce que le marché n'est pas très gros, ou est-ce que c'est un très gros marché? Ce n'est pas les mêmes enjeux de développement. Et puis, le critère numéro 1 qui reste vrai dans tous les cas, c'est l'équipe, la qualité de l'équipe, la qualité des fondateurs, des dirigeants. Est-ce qu'ils ont une vision claire? Est-ce qu'ils ont de l'expérience? Est-ce qu'ils s'entendent bien s'ils sont plusieurs cofondateurs? Est-ce qu'ils vont rester ensemble ou, entre guillemets, divorcer? Est-ce qu'ils sont surrecrutés, s'entourer? Est-ce qu'ils acceptent leurs faiblesses parce qu'ils ne sont peut-être pas bons dans tous les domaines? Est-ce qu'ils sont suffisamment à l'écoute? Ça, c'est la capacité de travail avec nous et avec les autres gens qui sont là, bienveillants pour les conseiller, parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, tous ces éléments combinés vont faire qu'on a un dossier plus ou moins attractif. Mais je dirais que pour nous, les deux critères prioritaires, c'est l'équipe, les fondateurs, leur personnalité, leur vision, et puis au-delà de ça, l'équipe dans toute la société et sous ses dimensions, et le côté véritablement satisfait des clients, le haut degré de fidélité, le retour positif des clients, parce qu'un client content, il en parle à d'autres. Un RSSI content, il en parle à d'autres, alors qu'un RSSI pas content, il peut faire beaucoup de mal à la société. Marc-Antoine? Oui, moi j'avais une question un peu élémentaire, c'est pourquoi aujourd'hui un fonds d'investissement aurait comme cible prioritaire le cyber? C'est quoi aujourd'hui la vision d'un fonds sur le cyber? Pourquoi investir dans le cyber? Quel est l'intérêt ou le besoin? Alors, quand on a lancé le fonds cyber, donc c'était en juin 2019, on avait collecté 80 millions d'euros, on a fait ce qui s'appelle le premier closing, ça veut dire qu'on annonce que le fonds est lancé officiellement et puis on continue à collecter de l'argent. Depuis, on a fait le closing final, donc 2 ans après, 175 millions d'euros collectés pour pouvoir investir dans les sociétés. On va investir dans une quinzaine de sociétés, donc c'est peut-être aux alentours entre 5 et 10 millions d'euros pour les premiers tickets d'investissement, les primo-tickets, et puis après on se donne les moyens de réinvestir pour la suite de l'aventure de ces sociétés. Au début, on nous a vraiment... beaucoup de gens se sont interrogés, beaucoup de gens étaient un peu prudents en disant oui, est-ce que c'est pas la cyber dans la technologie un domaine trop restreint? Est-ce qu'il y a les opportunités? Et on a pour l'instant investi dans 11 sociétés, donc en moins de 3 ans. On en vise 15, donc on a presque fini de déployer ce fonds, alors que la période d'investissement est censée durer 5 ans. Donc on a été beaucoup plus rapide en déploiement que typiquement un fonds, ce qui veut dire qu'il y a les opportunités, ce qui veut dire qu'il y a suffisamment de dossiers intéressants, prometteurs, de sociétés en croissance pour qu'on investisse. Et encore, évidemment, on n'a pas investi dans toutes les opportunités en France et en Europe dans le domaine. Donc il y a pléthore d'opportunités intéressantes. Et on pense que la cybersécurité, la confiance numérique, c'est des domaines très résilients
résilient aux crises, résilient à l'inflation, résilient à tout ce qui se passe. Et donc il y a eu un regain d'intérêt après la crise du Covid, qui a à nouveau mis la cybersécurité sur le front de l'actualité, la guerre en Ukraine, et puis alors maintenant il y a ce côté résilience du domaine qui revient. Et donc c'est un secteur qui est vraiment large et où on pense l'opportunité d'investissement est importante. Quand tu dis que le fonds est censé durer 5 ans, qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans? En fait, il y a plusieurs types de fonds, mais le fonds que je gère avec l'équipe qui travaille avec moi a 10 ans de durée de vie. Donc la durée de vie du fonds, c'est 10 ans. Et cette période est prolongeable 2 fois d'1 an. Donc on peut aller jusqu'à 12 ans au maximum. Ça veut dire que dans les 12 ans, il faut qu'on rende leur argent aux souscripteurs. Ces 12 ans, ils se divisent en 2 grandes périodes. La première période, qui est la période d'investissement, qui dure 5 ans. Et puis ensuite, la période de sortie progressive, au fur et à mesure des étapes de développement des sociétés. Donc, on investit pendant 5 ans, typiquement, et puis on désinvestit ou on fait mûrir les sociétés pendant les 7 années suivantes. Donc, ça peut être long, ça peut être des aventures longues. Et quand tu parles de souscripteurs, qui sont-ils ? Alors, les souscripteurs du fonds de cybersécurité Tikeo S Capital, ce sont d'abord Tikeo Capital, la maison mère, parce que Tikeo Capital, donc c'est la maison mère de Tikeo S, gère 36,8 milliards d'euros, a un bilan avec des fonds propres de plus de 3 milliards et donc investit dans ses propres fonds. Donc Tikeo a soutenu le lancement du fonds en investissant 40 millions sur les 175. BPI France a une activité de fonds, donc qui investit en direct aussi, mais aussi au travers de fonds. Donc BPI France a soutenu aussi cette initiative en investissant 40 millions, donc on était à 80. Et puis pour atteindre les 175 restants, on a par exemple des investisseurs stratégiques, donc Naval Group, EDF, Soprasteria, le Crédit Agricole, ces 4 investisseurs stratégiques. On a le Fonds national souverain belge qui s'appelle SFPI FPIM. On a des assurances, BNP Cardiff, on a des family office, donc des grandes fortunes. Et tout ça mis bout à bout nous a permis de collecter 175 millions. Et puis évidemment, ce qu'on appelle les directeurs du fonds, les partenaires du fonds, ont investi aussi, eux aussi, leur argent dans ce fonds, puisqu'on est très motivés pour que ce soit rentable pour tout le monde. Guillaume ? Oui, alors moi j'avais plusieurs questions qui sont peut-être pas dans le bon timing. Je pense qu'un fonds, notamment parce qu'il va sortir au bout d'un moment, et peut-être que ça viendra comme question plus tard, il est là pour que ce soit profitable, puisque c'est une forme de placement pour les souscripteurs. Et donc comment vous évaluez la valorisation d'une entreprise? Alors forcément pas avec les mêmes critères si on parle d'amorçage ou d'introduction en bourse, puisqu'il y a toute une palette d'investissements, mais comment ça se fait la valorisation puisque en gros vous faites de la dilution, vous allez prendre des parts, vous rentrez au capital, parfois au board, même souvent j'imagine, mais la valorisation toujours. Ouais, toujours. Dans votre cas, toujours. Dans votre cas, toujours, mais la valorisation de l'entreprise, elle se fait comment? Elle est calculée, il y a des formules, il y a des... En cyber, hein. Oui. Alors, les 2 grands types de valorisation possibles sont soit, et c'est la pratique la plus courante au stade de développement dans lequel on investit, c'est-à-dire série A, B et C, donc ce qu'on appelle le venture growth capital. Là, les sociétés sont souvent déficitaires parce qu'elles ont investi beaucoup pour croître vite. Et le critère numéro 1 de sélection, c'est la croissance, c'est la rapidité de la croissance. Donc, les sociétés sont souvent déficitaires et donc on ne peut pas raisonner en multiples d'EBITDA, qui est l'autre technique typiquement utilisée dans le private equity. Et le critère le plus couramment utilisé, c'est un multiple d'ARR, donc multiple de revenus annualisés récurrents. De plus en plus, on apprécie les modèles récurrents par rapport aux revenus classiques ou aux revenus licence qui peut aller et venir et avoir des hauts et des bas. Le revenu récurrent, on construit une aventure
sur le long terme avec les clients. On parle de fidélisation client, de taux de churn. Donc la méthode la plus utilisée, c'est un multiple d'ARR. Et ce multiple, donc le X fois l'ARR, donc l'ARR correspondant à 12 fois le revenu mensuel du mois en cours, donc projeté sur l'avenir, il va varier en fonction du taux de croissance, des coûts associés, c'est-à-dire plus ça coûte cher de faire la croissance, moins le multiple va être élevé. Ça dépend aussi, et ça varie aussi en fonction du potentiel de profitabilité future, donc du taux de marge brute. Si on a une société à 95% de taux de marge brute, elle vaut plus cher qu'une société à 75% de taux de marge brute. Et ça dépend aussi, le dernier critère qui est très important, c'est ce qu'on appelle la frugalité de la société, au sens de combien de millions investis dans le passé, donc dans les phases d'amorçage, ont généré combien de chiffre d'affaires. Si la société a levé 10 millions et qu'elle génère 2 millions de chiffre d'affaires, c'est moins bien évidemment que si elle a levé 10 millions et génère 10 millions de chiffre d'affaires. Parce que c'est le reflet de la productivité de l'argent investi. Donc tous ces critères mixés vont faire qu'on va avoir des multiples d'ARR qui vont être plus ou moins élevés aux alentours entre on va dire 5 et 15 sur des sociétés fantastiquement performantes sur tous les critères. Et ça varie aussi en fonction du marché. Donc il peut y avoir des trous d'air. En début d'année 2022, il y a eu un petit trou d'air dans le marché de la tech. Toutes les valos des boîtes cotées ont baissé. Donc ça a baissé aussi, une tendance à baisser un peu les multiples offerts par les investisseurs. Et puis ça peut remonter. Donc ça c'est la première méthodologie la plus utilisée à ce stade de développement, de l'amorçage jusqu'au private equity, où on rentre dans une logique de multiples de profitabilité, donc multiples d'EBITDA. Et là aussi, différents critères vont jouer, mais on est sur X fois le profit de la société annuel. Et là, ça va varier encore une fois entre 5 et 17 fois, ou 20 fois, ou 25 fois, suivant les secteurs et l'attractivité de la société. D'accord. Donc, ça veut dire que vous rentrez au capital globalement sur les 11 sociétés en quasiment moins de 3 ans, pour reprendre tes propos, François. Oui. Vous rentrez au capital de manière majoritaire, minoritaire, comment... Voilà. Et la deuxième question, avant que je rende la parole à mes collègues, c'est la sortie, pour vous, elle est profitable sur quel ratio? Alors, on est un actionnaire qui est minoritaire, donc on ne prend pas le contrôle de la société. Le contrôle de la société peut être pris par plusieurs fonds d'investissement en même temps, mais nous, Tikehau S Capital, sur la partie cybersécurité, à ce stade, on a fait uniquement des deals minoritaires. C'est un choix sur ce fonds-là, on peut le faire évoluer. Il peut y avoir des situations futures dans lesquelles on sera majoritaire, mais typiquement, la thèse d'investissement est une thèse minoritaire, mais actif. Donc là aussi, avec la notion de soutien, d'engagement, d'être au bord, d'avoir son mot à dire dans la stratégie de la société. On ne remplace pas les fondateurs dans l'exécution, hein. On n'est pas du tout un gérant sur le day-to-day, mais on va aider au maximum les sociétés à se structurer, à recruter et dans leur stratégie. Et puis, sur le volet de la sortie, alors pour nous, très clairement, la cible, c'est un multiple de l'argent investi, rendu à nos actionnaires, à nos souscripteurs, donc à nos propres actionnaires. Et on vise au-dessus de 2 fois, entre 2 et 3 ou 4 ou 5 ou plus, hein, mais au minimum 2 fois et demi rendre leur argent aux souscripteurs. Donc quelqu'un qui a investi 1 million d'euros, qu'on lui rende 2 millions, 2 millions 5, 3 millions, ce serait une bonne cible et un bon début. Raina ? Oui, mais je voulais revenir, puisqu'on parle de plein de choses, d'avant, d'après, de pendant. Mais en fait, pour moi, la question qu'on n'a pas abordée, c'est mais ça se passe comment une levée? Parce que ici, on est quelques-uns à en avoir vécu, voilà. Mais on entend des choses, on voit des choses dans les gens autour de nous qu'on connaît un peu, qui ont enduré cette période-là. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ok, j'ai une boîte qui se présente au fond. Vous décidez que cette boîte-là, elle est intéressante. Et après,
comment on fait après? Est-ce que vous faites ce qu'on appelle la due diligence? Est-ce que vous auditez, par exemple, puisqu'on parle souvent de produits de technologiques, de sécurité ou autre? Est-ce que vous faites une due diligence préalable? Est-ce que vous rédigez ou forcez des rédactions, on va dire, de CEJU, ou que sais-je, en fait, en prévision d'eux, etc. Bref, comment ça se passe, en fait? Et qu'est-ce que ça fait aussi aux gens qui décident de vous faire confiance et de s'engager dans cette affaire? Alors, non, c'est une très bonne question parce que c'est vrai que alors ça peut varier. Il y a pas de standard absolu, mais il y a deux types de levées. Donc quand une équipe d'entrepreneurs ou un entrepreneur décide qu'il a besoin de se financer, qu'il a une ambition et qu'il a besoin de moyens et d'argent, comme le disait Vlad tout à l'heure, il peut avoir deux chemins. Le premier chemin, c'est de faire sa levée tout seul, ou que l'équipe fasse sa levée tout seul, fasse la démarche d'identifier les fonds d'investissement les plus pertinents, les rencontrer, faire connaissance, et puis leur parler de son projet et de voir si la mayonnaise prend. Et puis l'autre technique, c'est d'aller voir un banquier d'affaires, un intermédiaire et un leveur de fonds et utiliser les services d'un leveur de fonds, à qui qu'il faudra payer et rémunérer. Ça coûtera plus cher à la société. Donc il y a deux chemins possibles, et ces leveurs, typiquement, nous connaissent, nous contactent, ou connaissent d'autres fonds et contactent tous les fonds possibles et imaginables. Le process ensuite, il faut plusieurs choses. Il faut un business plan, donc qui projette la société dans son futur, qui concrétise dans les chiffres la vision. Il faut un teaser, c'est-à-dire un teaser, ça veut dire un document qu'on peut diffuser largement sans révéler d'informations confidentielles. Il faut une management présentation, donc qui sera quelque chose qui sera partagé après la signature d'un non-disclosure agreement avec les interlocuteurs. Et puis il faut une data room. Ensuite, il faut une data room. Une data room, ça veut dire plein d'éléments financiers, historiques sur la société qui vont permettre de conduire les due diligence, qui sont une phase qui typiquement suit la signature d'une lettre d'intention. Donc les grandes étapes de la levée, c'est la partie drague, on va dire, des fonds et séduction des fonds, et identification des fonds. Puis ensuite, on leur demande de faire une offre indicative, qui n'est pas engageante, mais qui quand même a des termes plus ou moins précis, un prix, une indication de conditions d'investissement. On signe cet engagement de négocier ensemble, c'est une LOI qui typiquement va avoir une période d'exclusivité, 1 mois, 2 mois, qui va permettre au fonds de faire ses due diligence, donc vérification juridique, taxes, est-ce qu'il y a des conformités RH, est-ce qu'il y a de la propriété intellectuelle, est-ce que le respect des licences open source est bon, est-ce que la technologie est vraiment propriétaire et unique, est-ce que les clients sont contents, tout ça, ça fait partie des due diligence. Et puis évidemment les sujets de compliance, ESG, est-ce que tout est au carré sur ces volets-là, avant que l'offre finale soit formulée et documentée juridiquement avec un pacte d'actionnaires, avec la documentation d'investissement. À ce moment-là, on fait le signing et puis le closing de l'opération, le versement des fonds par les différents investisseurs. Alors le problème des data rooms qu'on retrouve régulièrement dans les M&A, c'est que les data rooms, elles sont aveugles. C'est-à-dire qu'on y met ce qu'on doit y mettre, mais alors j'imagine que les auditeurs et pentesters particulièrement qui nous écoutent d'habitude là sont un peu malmenés, parce que entre les l'EBITDA, où on n'a pas mentionné que c'est une mesure technique qui a été mise en place par un PDG de telco pour améliorer ses chiffres, l'ARR, etc. Pour une fois, c'est eux qui prennent des acronymes sans avoir forcément tout les tenants et aboutissants, donc c'est assez sympa. Une data room, c'est blind, comme vous feriez une blind injection en SQL. Et on vous met les documents et vous ne pouvez pas derrière faire plus que d'avoir ces documents-là et essayer de les questionner, etc. Vous pouvez avoir quelques échanges de temps à autre, mais on reste
quand même circonspect. Il y a d'autres choses, moi, que j'ai vues en M&A, avec entre autres des audits d'hygiène sur le guide de l'ANSSI qui viennent de plus en plus et que moi je fais régulièrement pour des fonds ou pour des entreprises qui prennent des capitaux. On trouve aussi de l'audit avancé, ou alors des validations via une CSPN ou des choses comme ça qui là pourraient se retrouver dans une data room. Des audits de code aussi. Dans la calimétrie logicielle. Ça dépend sur quoi porte le cœur de l'entreprise et l'activité de l'entreprise, mais on retrouve différentes choses, et c'est vrai que, en tout cas, côté audit, je trouve que ça tente à se démocratiser tout en y allant assez lentement. Je ne sais pas ce que tu en penses, François, puis après je reviendrai sur une anecdote non limitée. Alors sur la data room, donc la data room c'est typiquement un espace virtuel dans lequel on dépose effectivement des documents sur différentes thématiques qui permettent aux auditeurs, parce que les fonds d'investissement missionnent des auditeurs, sur les différentes spécialités, pour faire leur analyse de risque, et puis il y a des rapports rendus avec typiquement des recommandations. Et ça peut être très très utile pour la société. On a plein de situations où on a aidé la structuration de la société parce que des faiblesses très facilement résolvables avaient été identifiées sur différents thèmes. Et nous, c'est très important parce qu'en tant qu'investisseur, on a une responsabilité de limiter les risques s'il y a un procès, s'il y a des situations juridiques compliquées ou des risques de propriété intellectuelle qui peuvent être vraiment dramatiques pour le futur de la société. Donc, l'audit cyber devient, au-delà d'ailleurs des sujets cyber, parce que ça peut être vrai aussi dans l'aéronautique ou dans l'industrie ou dans tout type d'investissement, de plus en plus quelque chose qui est pratiqué parce qu'on a un des risques, c'est l'attaque cyber, la vulnérabilité à un ransomware qui va mettre à plat la société. Donc ça fait partie de l'audit des risques généralisés, au même titre que la compliance, que l'origine des fonds que la société a pu lever auparavant, qui sont les propriétaires de la société. Tout ça, c'est des choses qui doivent être connues et transparentes. Absolument. Alors tout ça, c'est bien de faire une due deal. J'ai eu un problème technique. C'est bien. Faire un pen test, c'est bien. Faire de l'audit de code, c'est bien. Faire un audit orga, c'est bien. Faire un audit d'hygiène, c'est bien. Mais en fait, tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, et à chaque fois, c'est un coût qui est très important. Et en fait, tout ça, tu ne peux pas le faire sur chaque levée. C'est-à-dire que si tu fais une levée de 100 millions, pas de dollars, d'euros, effectivement, tu peux te permettre de faire tout ça. Si tu fais une levée de quelques centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, en fait, les coûts de tous ces audits, et les délais sont tels que finalement, c'est pas intéressant par rapport au montant de la levée. Donc en fait, côté fonds, moi, ce que j'ai vu, c'est quand même des gens qui, à un moment, font preuve de confiance. Je rebondis sur une anecdote qu'on a eue à No Limit Sécu, puisqu'on avait reçu Renaud de Raison, le fondateur de Tenable et du fameux logiciel Nessus, et on lui avait posé la question de quand faut-il lever, et je pense que tu vas pouvoir rebondir là-dessus ensuite pour nous dire qui, quand, et que ça pourrait être la question. Renaud nous avait dit que lui, il avait levé à partir du moment où il n'avait plus besoin. C'est-à-dire qu'il avait une base établie, et un jour, il n'était pas content de ne pas se trouver dans le Gartner, il a contacté le Gartner, et il leur a dit « Mais pourquoi je ne suis pas en tête du Gartner ?» Et le Gartner leur a dit « Mais vous êtes qui, monsieur? Vous n'avez jamais levé aucun fonds. » Et là, il a levé beaucoup d'argent, alors qu'il n'en avait pas besoin, puisqu'il était déjà premier de sa catégorie dans son domaine. Alors, pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous dire quand il faut lever, quand est la bonne période, et est-ce que c'est quand on est deux, est-ce que c'est quand on a déjà fait 100 000 euros de capital, est-ce que c'est quand on en est à plusieurs millions, c'est quoi le bon moment? Alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que les actions d'une société, c'est vraiment important, c'est un titre de propriété qui est précieux, surtout si la société a un très fort potentiel de développement. C'est évident que les actions de Google, au moment de sa création, c'était un trésor. Personne ne le savait au moment de la création, mais ce l'est devenu après. Donc il faut être très vigilant parce que partager ce trésor, pour les fondateurs, c'est sacrifier quelque chose. Et donc il faut avoir en retour quelque chose de valeur qui va être effectivement de l'argent, des moyens pour se développer, et puis de l'accompagnement, des conseils, une notoriété levée auprès d'un fonds ou d'un autre, c'est pas la même chose. Un fonds qui va
vous aider, un fonds qui va vous comprendre, un fonds qui va vous faire rayonner, et un fonds dont le nom lui-même va être prestigieux, augmentera le prestige de la société. Donc il y a une combinaison de facteurs de sélection qui sont importants, et donc la notion de quel est le bon moment pour les fondateurs pour décider, les propriétaires de la société, pour décider de partager ce trésor, c'est à eux de voir. Ça peut être très tôt, s'ils pensent avoir une histoire convaincante et qu'ils n'ont pas les moyens eux-mêmes de financer le développement par d'autres moyens, ou ça peut être plus tard, à différentes étapes. Donc tout dépend vraiment de l'ambition, des moyens à disposition, et du rythme de croissance qui va rendre la société pérenne, une réussite ou pas. Il y a des très belles réussites qui n'ont jamais levé un centime, ni de subvention, ni d'emprunt bancaire, ni de fonds d'investissement. Mais souvent, c'est des histoires très longues, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. C'est rare que ce soit des croissances spectaculaires accélérées. Reina ? Puisqu'on parlait d'histoire, peut-être une histoire ou plusieurs à nous raconter pour conclure cet échange. Est-ce que tu peux nous parler de, bien sûr, les success stories, hein, les grandes réussites, on les voit un peu, hein, les médias en parlent, mais qu'est-ce que tu peux nous en parler de quelque chose qui, par exemple, toi, t'as vraiment fait extrêmement plaisir, que t'as vraiment pris un plaisir intellectuel, humain, etc., à accompagner une société, et au contraire, nous parler aussi, nous raconter des situations, on va dire, de difficultés. Parce que les mésententes entre associés, c'est déjà arrivé. Voilà, en fait, nous donner un peu une vision plus directe sur la vie d'une boîte quand ça va et quand ça va pas très bien. Oui, non, c'est pas toujours facile, et c'est avant de rejoindre ce métier d'investisseur, il y a 3 ans maintenant, donc en 2019, j'ai fait la tournée de tous mes amis qui étaient de près ou de loin dans ce métier, et je leur ai demandé de me donner quelques conseils et quelques vérités, la vérité de ce monde dans lequel j'allais rentrer, de ce métier que j'allais découvrir. Et un des points que je retiens de ce qui m'a été dit à l'époque, c'est: prépare-toi à une succession de mauvaises nouvelles. Quand un entrepreneur t'appelle, c'est rarement pour te dire qu'il a fait mieux que son budget, mieux que son forecast, mieux que prévu. C'est souvent pour te dire qu'il y a un problème de cash, qu'il y a un problème humain, qu'il y a un problème avec un client, qu'il a besoin d'aide sur un contrat, un prospect parce que le RFP est tombé à l'eau ou il a été gagné par un concurrent, etc. Donc on est assez endurci, assez préparé à ces difficultés. Les sociétés du portefeuille, alors je ne pourrais pas toutes les citer parce qu'il y en a 11, mais qui sont des très belles réussites avec un vrai changement de trajectoire depuis qu'on a investi, et qui est évidemment le résultat du travail des fondateurs et de l'équipe dirigeante. Hein. On a une modeste contribution à ces changements, et on a fait tout ce qu'on a pu pour les aider et leur donner des conseils quand ils en avaient besoin, mais c'est vraiment eux, l'équipe de management, les fondateurs, qui portent et qui doivent être fiers de ça. Je dirais d'abord Trust-in-Soft, c'était le premier investissement de TKOS Capital. Donc Trust-in-Soft, c'est de la sécurité du code informatique, la validation par la preuve mathématique que le code ne comporte pas de bugs ou de vulnérabilité. Une société qui était sur des marchés entre guillemets de niche, c'est-à-dire le nucléaire, les commandes de vol aéronautiques, logiciels critiques, et qui a vraiment élargi son champ d'action des codes informatiques vers justement l'informatique, c'est-à-dire des codes du cloud, des codes de systèmes informatiques, des codes de téléphone, des OS, donc qui a vraiment élargi son périmètre, qui a développé son activité aux États-Unis de manière spectaculaire, qui a réussi son internationalisation, qui a augmenté la taille de son équipe et de son équipe dirigeante avec l'arrivée de Caroline Guillaume en particulier. Donc on a vraiment un changement de trajectoire assez radical, et on est très content pour l'équipe et la société que ça ait bien marché. L'autre société que je mentionnerai, parce qu'elle a fait la une des journaux beaucoup, c'est Tetris, donc société créée par Elena Poincet et Laurent Oudot, donc qui était
profitable d'ailleurs quand on est arrivé comme investisseur. On était le premier investisseur au moment de leur levée il y a maintenant 2 ans en série A. Il y avait eu 20 millions d'euros de levée, ce qui était un record à l'époque pour une série A et surtout une première levée. Il n'y avait pas eu d'amorçage, il n'y avait pas eu de financement externe avant. Et une accélération de la croissance, une accélération de la visibilité, du nombre de clients. On est passé d'une 50aine d'employés il y a 2 ans à 250 aujourd'hui. Enfin, c'est une croissance spectaculaire, spécialiste de la détection et de la réponse à incidents. Et puis une autre société qui est assez chère à mon cœur, c'est Vade, donc Vade Secure anciennement, Vade Retro, qui a changé de nom, Vade Retro, puis Vade Secure, puis maintenant Vade, avec Georges Letigier, qui était le fondateur de NetAsk, que j'ai retrouvé à la tête de Vade et qu'on soutient dans son développement avec une société qui est très internationale, qui protège plus d'1 milliard de boîtes mail sur la planète, avec des opérateurs télécoms, des entreprises, et qui a un rythme de croissance soutenu, malgré sa taille qui est déjà beaucoup plus grosse que la moyenne. Donc on a différents stades de maturité, différentes tailles, entre Tetris au milieu, Vade plus gros aujourd'hui, et Trustinsoft plus petit, mais des rythmes de croissance et de développement intéressants, et surtout des changements de trajectoire depuis notre arrivée au capital. Et c'est ça qu'on aime voir, parce que si on n'a pas d'impact, on ne sert pas à grand-chose. Alors, juste pour terminer, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui se disent qui sont par exemple en train de monter une société ou qui ont envie de monter une société et qui aimeraient bien faire appel à un fonds d'investissement, quelle est la grosse erreur ou les grosses erreurs à ne pas commettre? La principale erreur, c'est de croire que quelque chose vous est dû. Il y a quelques entrepreneurs qui pensent que s'ils veulent lever des fonds, ils doivent le pouvoir, qu'ils le méritent. Enfin, je dirais qu'il ne faut pas d'excès de confiance. Voilà. Il y a une grosse différence entre la conviction, la vision et l'excès de confiance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les fondamentaux de la société, c'est-à-dire si la technologie n'est pas très bonne, si les clients ne sont pas très contents, si la croissance n'est pas au rendez-vous, très clairement, il ne faut pas lever des fonds, faut pas parce qu'on sait dire non, malheureusement, on sait dire, on est désolé, mais l'équipe n'est pas taillée pour la route que vous tracez devant vous. Votre business plan, on n'y croit pas, vous n'avez pas multiplié le chiffre d'affaires par 10 en 2 ans. C'est pas possible. Enfin, en tout cas, vous ne l'avez pas prouvé dans le passé, donc pourquoi est-ce que vous le feriez dans le futur? Enfin, donc, souvent, les dossiers qui sont mal structurés ne lèvent pas, et à ce moment-là, il ne faut pas se sentir frustré. C'est des choix des investisseurs, et quand un investisseur dit non, il peut avoir tort, et il y a plein d'exemples de situations où on n'a pas investi dans des sociétés et on le regrette. Mais ça peut être aussi la responsabilité des entrepreneurs de ne pas avoir bien compris quel était notre métier et notre cible d'investissement. Ok, ça me semble être une bonne conclusion, mais est-ce que tu voudrais porter le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est peut-être de dire qu'on pense, en tout cas on a vu, la bonne nouvelle, c'est qu'on a vu depuis 3 ans, même 4 ans, sur la partie purement investissement, une vraie prise de conscience au niveau français, au niveau européen, de l'importance de l'investissement capital. Le nombre de levées en cybersécurité s'est multiplié, les montants levés par les sociétés ont augmenté. Ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur. Ça me donne l'espoir qu'effectivement, un jour, on va avoir des vrais champions qui vont garder leurs racines en Europe et leurs racines en France, et puis aller conquérir le monde, plutôt que déménager, tout simplement, purement et simplement, et devenir des sociétés américaines ou d'ailleurs. Donc, nous, notre ambition, c'est de créer des champions qui gardent leurs racines européennes et françaises, mais qui vont conquérir le monde. Parce que le développement, il passe par là. Donc, je suis très optimiste pour le futur de cette vision-là. Merci François d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir.